dans mes vidéos, je m'aperçois que je commence mon intro en disant toujours la même chose. Tant pis et désolé, c'est reparti pour un tour. Bonjour à tous, je m'appelle Gérard Copin et on se retrouve pour un nouveau module en photo, la photo de portrait. Pour suivre ce module, ça suppose que vous avez connaissance des modules précédents. Si vous êtes des débutants en panne d'aspiration, j'espère que mes modules vous seront utiles et pourquoi pas, ils vous serviront peut-être de passerelle pour aller plus loin. Je veux dire, le monde pro de la photographie. Moi-même, je ne suis pas photographe. Donc, j'ai l'avantage de ne pas être formaté par le métier, ce qui m'autorise de parler photo suivant une conception différente, voire originale de la photo de portrait. Dans ce module, je vous donnerai une définition de la photo de portrait où je m'inspire directement de la définition épistémologique qui date de l'époque de la peinture. Elle vaut ce qu'elle vaut. Ensuite, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous donnerai des réglages de base pour être tout de suite opérationnels. Bon, ils ne sont pas forcément idéaux. Néanmoins, ils ont la particularité d'être très pragmatiques. Il vous appartient par la suite d'aller plus loin et de faire des essais. En peinture, le portrait cherche à représenter l'apparence extérieure d'une personne, mais aussi son caractère, les sentiments qui l'agitent, voire sa vie intérieure. Dans cette photo, Léonard de Vinci a inventé l'idée de faire un portrait avec un sourire. Il n'y a pas de portrait souriant avant la Joconde. Il explique simplement par l'anecdote historique d'un mari comblé par son épouse qui lui a donné 2 enfants. Donc finalement, dans ce portrait, dans cette peinture de portrait, Léonard de Vinci a réussi à faire ressortir un élément important au niveau du sourire. Si vous voulez, il a capté ce sourire. Si on analyse ce sourire, ça veut vraiment dire beaucoup de choses. Donc, j'envisage un petit peu le portrait de cette manière. C'est par rapport à ça qu'on va en discuter. C'est le fait de dire, vous prenez quelqu'un en photo, mais vous avez réussi à mettre en valeur un élément important, un détail du visage, mais on verra que ce n'est pas uniquement le visage, et donc c'est par rapport à ça qu'on va pouvoir analyser, comprendre votre portrait, l'impact qu'il va avoir par rapport aux gens qui regardent votre portrait. Voilà, donc maintenant qu'on a défini ce que j'entends par photo de portrait, on va pouvoir passer à la pratique. Donc comme d'habitude, je vais vous donner quelques éléments de réglage que vous n'allez pas forcément suivre à la lettre, comme je l'ai dit, mais qui vont permettre vraiment aux débutants de mettre directement en pratique leurs connaissances. Alors, au niveau des réglages, bon, vous connaissez tous à présent le PASM, donc on va se régler sur A qui correspond à l'ouverture, priorité à l'ouverture. C'est le réglage qui semble le plus intéressant en portrait. Éventuellement, si vous ne voulez pas utiliser le réglage ouverture, parce qu'effectivement, dans ce type d'automatisme, il va falloir quand même régler 2-3 éléments secondaires. Donc à ce moment-là, ne passez quand même pas en manuel, ne passez quand même pas en auto, mais à ce moment-là, passez en mode scène ou équivalent et on va se mettre sur la position portrait. Dans ce cas-là, l'appareil va régler tous les automatismes, vous n'aurez rien à faire, mais on sera sur un mode on peut même dire sur un mode automatique qui va prendre en compte l'élément principal, c'est-à-dire le portrait. Ensuite, au niveau du mode capteur, je vais me mettre en mesure spot.
Donc je vous rappelle, la mesure spot consiste à mesurer la lumière, enfin la profondeur de champ plus exactement, dans une zone qui est relativement restreinte, environ 3,5% du champ, enfin ça va dépendre des fabricants. Et donc de ce fait, je vais pouvoir me régler sur une partie très précise du visage, par exemple. Les yeux, le plus souvent on va voir qu'on utilise les yeux pour se régler, et donc c'est la partie la plus importante, et de ce fait c'est beaucoup plus simple en mode spot. Si vous êtes en mode par exemple pondéré, vous risquez de prendre en compte le nez, voire les oreilles, et si la profondeur de champ est faible, vous n'aurez peut-être pas un réglage optimum concernant les yeux. Ensuite, donc comme vous êtes à priorité à l'ouverture, il va falloir régler l'ouverture. Alors souvent, on est sur une ouverture maximum. Bon là, ça va dépendre de votre objectif. Si vous êtes sur un 50 en APS-C qui est souvent vendu avec les appareils avec une ouverture de 1,8, donc vous allez être dans cette zone-là. On voit par rapport à ça qu'on a une profondeur de champ qui est relativement faible, on a vu ça dans les modules précédents, et donc on va détacher le visage, le portrait qui est le sujet principal du fond. On voit très bien ici le fond, en l'occurrence une montagne, qui est relativement flou. Mais bon, dans certains cas, on va être amené à monter au niveau de la focale, c'est-à-dire à avoir une ouverture plus petite. Je vous rappelle que c'est inverse. Quand on a F11, on a une ouverture qui est petite. Ensuite, concernant la vitesse, elle va être réglée automatiquement par votre appareil, qui lui va définir par rapport à votre ouverture une vitesse. Bon, il faut quand même veiller à cette vitesse. Il faut qu'il vous règle toujours une vitesse qui soit supérieure à 1/60e, parce qu'après on a des risques de bouger, à moins qu'on utilise un trépied. Si ce n'est pas le cas, donc il est beaucoup plus prudent de se trouver à des vitesses 1/60e, voire 1/125e, où on va déjà figer un petit peu plus le portrait. Dernier paramètre, donc il est évident que tout le monde va vous dire qu'il faut se régler sur un ISO 100, un ISO qui est qui ne comporte pas d'aberrance électronique, donc c'est 100 voire même 50, dans certains cas 200, mais ça je vous conseille de ne pas le bloquer, de mettre plutôt l'ISO en auto, parce que si vous bloquez l'ISO, l'appareil va avoir de grandes difficultés à vous régler l'automatisme. Si vous bloquez l'ouverture plus l'ISO, là ça risque d'être délicat. Donc, et il risque de baisser en vitesse pour pouvoir prendre la photo. Donc à ce moment-là, il est beaucoup plus intéressant de monter en ISO que de descendre en vitesse. Donc c'est beaucoup plus simple, surtout pour un débutant, de se mettre en ISO auto. Concernant le matériel, la focale la plus conseillée de manière générale est le 85 mm pour le portrait, soit environ un 50 mm en APS-C. Sachant que la focale fixe garde à jamais l'avantage de sa grande ouverture, qui est souvent de 1,8. Et donc la grande ouverture va permettre de flouter le fond. Le sujet photographié se détache du fond, sachant que c'est l'élément principal de la composition. Un autre avantage également au niveau du 50 en APS-C, déjà il y a le fait qu'il est souvent vendu avec du matériel de base, mais également le 50 ne va pas déformer votre portrait. La géométrie est relativement respectée, ce qui n'est pas le cas avec un très grand angle. Si vous photographiez un portrait avec un très grand angle, vous allez vous apercevoir que votre modèle va choper ce qu'on appelle des joues d'hamster, ce qui ne sera pas très très esthétique. Donc voilà un petit peu les raisons
qui nous pousse à utiliser un 85 en plein format ou la même chose, soit un 50 en APS-C. Maintenant, si vous n'avez pas ce type de matériel, il existe une autre solution pour faire également du portrait. C'est le fait d'utiliser un téléobjectif avec une focale de 100 mm, toujours en plein format, ou 135 environ en APS-C. Donc ce type de téléobjectif va vraiment détacher le sujet et le flouter. Donc vous aurez un flouté, un fond, donc on pourra parler également de bokeh. Bon, sachant que dans cette méthode-là, le bokeh en principe est un petit peu moins beau. Néanmoins, le fait de travailler avec un téléobjectif, ça a l'avantage de créer une distance entre le sujet et vous. Vous vous trouvez éloigné par rapport à un 50. Et donc de ce fait, on ne va pas perturber le modèle. Je vous rappelle que même si l'ouverture est faible, vous aurez toujours un flou d'arrière-plan. Le flou d'arrière-plan est intrinsèque à la faible profondeur de champ sur un téléobjectif. On a vu ça dans le dernier module qu'on a appelé bokeh et hyperfocal. Un petit rappel concernant le grand angle, éventuellement le 85. Donc si par exemple je prends une photo, je vois ici, j'ai un appareil photo plein format et donc à 18 mm, j'ai cette surface-là. C'est-à-dire au niveau de mon capteur, je vais balayer toute cette partie-là. En réalité, sur un 85, je vais balayer uniquement cette partie-là. Donc, en résumé, en photo, on sera de préférence sur un 85 pour éviter toute forme de déformation au niveau du visage. Donc c'est parti concernant les règles de composition avec cette photo de portrait. Donc par rapport à cette photo de portrait, donc on peut dire que le portrait n'échappe pas aux règles de composition. On a étudié ça dans les précédents modules. Par exemple la règle des tiers. Donc ici, effectivement, on se trouve bien dans la règle des tiers. On va également laisser de l'espace au regard. Donc là, j'ai une photo de profil et j'ai un regard qui est dans ce sens-là. Il ne faut pas que mon regard soit bloqué sur un obstacle, ce qui ne serait pas très esthétique. Voilà un petit peu ce que ça peut me donner. Si à l'inverse, j'ai cette photo-là, j'ai mon sujet principal qui regarde le bord de l'image. Et là, vraiment, bon, on va voir qu'on va beaucoup enfreindre les règles, mais là, c'est vraiment pas intéressant. Là, on ne peut pas parler d'une photo intéressante, le fait de faire ce genre de choses. Voilà donc une deuxième photo de portrait. Donc là, j'ai un bokeh, on voit bien le flou arrière, donc j'ai bien mon portrait qui se détache parfaitement du fond. Mais attention, en photo de portrait, la difficulté réside dans le fait où je dois avoir au niveau du visage un piqué parfait. Pas de flou et vraiment quelque chose de net. Donc, mais par rapport à ça, en portrait, on a souvent une faible profondeur de champ, parce que ici, comme du fait qu'il va falloir flouter, j'ai une profondeur de champ qui est très réduite, et on va donc se focaliser sur les yeux, au niveau des réglages et de la mise au point. De ce fait, si j'ai vraiment une profondeur de champ relativement faible, je peux déjà avoir un peu de flou au niveau des oreilles et voire même au bout du nez. Donc ça, il va falloir vraiment veiller à gérer cette profondeur de champ. Alors, en photo, on parle souvent de cadrage. De ce fait, quel type de cadrage adopter en photo de portrait? Donc ici, par exemple, j'ai une photo de portrait, parce que c'est quand même le plan principal,
mais j'ai un cadrage qui est relativement important et pas de flouté. Bon, éventuellement, je peux avoir un petit peu de flou au fond, sur mon fond, qui n'est pas le sujet principal, hein, sachant que mon portrait, dans ce cas-là, doit être parfaitement net, mais le fait de pouvoir distinguer le fond va m'apporter vraiment des informations. Ça va venir compléter mon portrait. Hein, tout à l'heure, on a vu comment, au niveau de la Joconde, hein, que le sourire était une indication très importante. Ça m'amène des informations concernant la Joconde. Ici, le fond va venir compléter ma photo et va venir m'apporter également des informations. Là, j'ai un portrait relativement smart avec le chapeau, les bijoux, etc. Donc, en quelque sorte, une forme de luxe. Et le fond également va un petit peu dans le même sens. Donc, c'est une information supplémentaire. Donc, en résumé, un cadrage large nous donne des informations importantes sur l'environnement. Ces informations complètent mon personnage. Elles sont souvent en adéquation avec mon personnage. Alors ici, je suis dans un cas tout simplement où je ne vais pas respecter les règles. Je vais même inverser la règle. Hein, donc, bon, je vous ai souvent dit, je peux enfreindre les règles si je connais les règles de base. Et si ça apporte naturellement quelque chose de plus. Donc ici, on se rend bien compte que cette photo est beaucoup plus intéressante que l'inverse. Si j'ai un visage qui est relativement net avec le jeu d'échecs qui est flou, c'est quand même moins intéressant. Hein. Là, on a vraiment le fait de voir le jeu d'échecs net, le déplacement de la pièce, on est un petit peu transporté dans la partie. Donc c'était vraiment intéressant de faire ça. D'ailleurs, à ce sujet-là, c'est vraiment pour vous le moyen de vous distinguer du photographe conventionnel. N'importe qui va prendre cette photo va se mettre super net sur le visage. Donc on va avoir affaire à une photo vraiment classique. Je dirais même voire banale. Ici, le fait d'avoir enfreint les règles, ça nous donne vraiment une photo originale et on a envie de regarder cette photo. On est transporté dans la photo. Hein, donc voilà, mais encore, il faut-il comprendre, hein, si on inverse la règle, il faut-il comprendre pourquoi on fait ça. Là, encore un portrait différent, mais surtout un cadrage différent, où on est sur un cadrage serré. Hein, je me concentre sur un visage en faisant disparaître les informations autour. Même s'il peut être intéressant de couper une partie du visage, il est conseillé d'éviter de couper le menton. Donc en fait, là je suis un petit peu dans le cas de la Joconde, où j'ai vraiment le visage qui occupe pratiquement toute la photo. L'arrière est flouté, donc disparaît en quelque sorte. Et donc ça donne vraiment de l'importance au visage. Hein. Donc c'est un style de photo un petit peu différent, c'est un choix différent où j'ai uniquement le visage et à ce moment-là c'est le regard qui devient vraiment important. Par exemple, je n'ai pas d'éléments autour qui vont me permettre d'analyser plus la photo. Tout est dans le regard en quelque sorte, la forme du visage, etc. Par contre, attention, si vous faites ça, bon, toujours pareil, on peut enfreindre les règles, c'est un petit peu le cas ici parce que on a coupé au niveau de la tête, mais c'est pas forcément gênant, on a une photo qui est relativement agréable. Par contre, vous ne pouvez pas de la même manière couper le menton. Voilà ce que ça donne. Hein. Donc on se rend compte tout de suite. Alors là en plus, le haut coupé plus le menton coupé, ça va pas du tout. Hein. Donc attention, si vous faites du cadrage serré, de prendre en compte quand même ces éléments-là. Alors un autre type de cadrage où je vais me focaliser sur une partie du visage.
dans ce cas-là, je me focalise sur cette partie du visage. Alors, par contre, j'en profite pour dire quand même que si on se focalise sur une partie du visage, je vous rappelle qu'en portrait, on est souvent sur une faible profondeur de champ. De ce fait, on va se focaliser sur les yeux, hein, c'est ce qu'on a dit précédemment, au niveau du réglage de la mise au point. Mais sur cette photo-là, on voit bien que la partie avant, le nez, ou la partie arrière, les oreilles en l'occurrence, voire le menton, la bouche, sont floues. Donc là, on voit vraiment qu'on a une profondeur qui est relativement faible. Donc ça peut arriver si on prend au niveau des réglages d'être vraiment vigilant. Néanmoins, dans la photo là, on a enfreint les règles dans le sens où on a voulu vraiment flouter l'arrière. Si vous voulez, on veut faire ressortir cette partie-là. Donc c'est vraiment un effet artistique, hein, se focaliser sur une partie du visage. Bon, ici il y a un œil, hein, mais ça aurait pu être éventuellement la bouche, etc. Donc ici c'est également la même technique, hein, où on enfreint les règles pour donner un effet artistique. Hein. Donc on se focalise sur une partie du visage qui est la bouche. Bon là le flou est moins visible, hein, mais on voit quand même néanmoins qu'on a vraiment de la précision au niveau de la photo, hein, parce que cette partie-là manque de piqué, hein, donc c'est un début de flou également pour cette partie-là. Donc on a quelque chose de vraiment très très précis. Bon, peut-être pour arriver à ce niveau de précision, on sera peut-être amené à utiliser un pied. Et vraiment un modèle qui ne bouge pas. Et là, vraiment, en dehors de la bouche, tout est flouté. La lumière, source d'inspiration. La lumière est une très grande source d'inspiration. C'est ce qu'on va voir avec quelques photos. Par exemple, ici, on se trouve en extérieur. Bon, il faut savoir qu'en extérieur, la lumière est douce et chaude du soleil est souvent une source importante d'inspiration. Il est préférable de faire des photos le soir ou le matin. C'est le moment où le phénomène est le plus marqué de la journée. Effectivement, le soir, par exemple ici dans cette photo, on a un soleil qui doit être probablement relativement rasant et donc qui nous amène une couleur bien dorée. Ici on le voit essentiellement au niveau des épaules et au niveau de la très belle chevelure qui est ici d'une couleur dorée. Donc ça c'est vraiment un phénomène intéressant qu'on peut exploiter. Et il sera d'autant plus important suivant l'heure de la journée. Je vous rappelle à ce sujet que vous pouvez regarder le module La lumière où il était question de définir l'heure dorée. Donc ici on serait un peu dans l'heure dorée ou l'heure bleue. On a vu ça, comment connaître exactement l'heure. Je vous rappelle que ça ne dure pas très longtemps, environ un quart d'heure. Donc vraiment c'est important de définir avec précision cet instant si vous voulez un maximum d'effets. Alors ici une autre photo où on a un éclairage frontal. On le voit essentiellement au niveau du visage. Une très belle photo avec un bokeh en arrière-plan. Donc voilà, toujours une manière un peu différente d'exploiter la lumière. Bon, ici peut-être plus classique. Alors, souvent les ombres parasites sont gênantes. Souvent on essaie de supprimer les ondes parasites ou de fuir. Finalement, pourquoi ne pas se poser la question à l'inverse? Je vais photographier les ondes parasites. Et à ce moment-là, ça peut donner quelque chose de très original. Alors c'est un petit peu le cas ici. Au lieu de déboucher cette partie du visage, on a une espèce de symétrie noir-blanc. Ici, on a la moitié du corps qui est vraiment éclairée et l'autre moitié qui est dans l'ombre. C'est un effet recherché. Finalement, on enfreint les règles qui consistent à rajouter une lumière sur le côté pour équilibrer le visage, mais néanmoins, ça peut donner des effets très intéressants. Donc, les ombres parasites, dans ce cas,
deviennent plus une source d'inspiration que quelque chose à fuir. Alors on peut avoir des choses beaucoup plus marquées, par exemple piscine, ça peut donner quelque chose de sympa, voilà, une espèce de forme géométrique, une ligne géométrique qui peut être, ça peut être intéressant d'exploiter ce type en fait de lumière. Là encore une photo où vraiment le visage est complètement dans l'ombre. On devine qu'une partie, que cette partie-là, mais quand même qui reste intéressante. On a, grâce à cette ombre parasite, on a effacé complètement le regard. Donc voilà, pourquoi pas. On a encore un éclairage à ce niveau-là qui est aussi également sympa parce que la casquette a son importance. Ça peut être un élément qui nous renseigne sur le caractère de l'enfant, un peu Gavroche par exemple. Alors là on a une photo relativement intéressante où on a uniquement de la lumière dans cette zone-là en filigrane. Donc on a vraiment exploité ces ombres qui font quasiment 95% de l'image. Et en plus de ça, on est passé en noir et blanc. Donc dans ce cas-là, le noir et blanc peut apporter vraiment un plus artistique à ma composition. Je vous mets quand même en garde, à l'inverse, il est préférable de ne pas utiliser le noir et blanc si ça n'ajoute rien à ma photo. On a vu ça dans plusieurs cas, si le noir et blanc doit vraiment amener un plus. Et en plus, comme vous allez être plus sur une photo artistique créative, si ça ne fonctionne pas bien, on vous le reprochera beaucoup plus. Alors ici, toujours dans la même technique qui consiste à passer en noir et blanc et d'utiliser une lumière en quelque sorte très très réduite, une lumière spot, et donc on va éclairer une partie du visage. Ici on a une très belle forme ovoïde qui nous éclaire, qui nous renseigne sur le regard qui est relativement intéressant. On a une partie du nez et également une partie de la bouche qui nous renseigne également sur le visage. Donc vraiment quelque chose de sympa, aussi bien au niveau des formes géométriques. D'ailleurs, ici ça nous donne également au niveau des cheveux une vraiment très belle courbe. Tout ça nous fait une belle composition. Comme quoi, quand on exploite un peu les sources parasites, ça peut déboucher sur des choses vraiment intéressantes. On n'est plus dans la photo conventionnelle. On a tendance à fuir le contre-jour. Effectivement, c'est jamais simple les photos en contre-jour. Néanmoins, là encore, ça peut être une source intéressante d'inspiration. Ici, on a un personnage, donc c'est plus la forme que le reste. Sur cette quantité de lumière qui brûle la photo, ça me donne quelque chose de relativement intéressant. Donc ça, on peut jouer de différentes manières, il y a énormément de choses à faire, mais pourquoi pas de temps en temps exploiter le contre-jour. Là encore, on est encore plus sur un contre-jour important au niveau des contrastes, et vraiment le contraste nous amène également quelque chose d'énorme, sachant qu'on n'a plus que la forme. Là on n'a plus de détails, on est tout noir, donc on n'a plus que la forme qui se détache sur ce ciel intéressant également. Alors là encore une photo relativement intéressante où dans la composition, en plus du personnage qui se trouve à ce niveau-là, on a cette ombre magnifique qui part en prolongement avec un angle à peu près de 45 degrés et qui nous donne vraiment quelque chose d'intéressant au niveau de la composition. Cette photo est beaucoup plus intéressante que de mettre un flash pour déboucher cette ombre-là et éventuellement de cadrer de cette manière-là. Où là, on serait peut-être au niveau de l'éclairage parfait, on aurait un équilibre parfait, mais une photo monsieur tout le monde. Ici, c'est pas le cas. On a vraiment quelque chose de sympa, d'original. Bon, je comprends qu'on puisse ne pas aimer ce type de photo, mais néanmoins,
C'est intéressant. Alors aussi, hein, toujours regarder hein, les sources de lumière. On peut avoir vraiment des sources de lumière qui au départ semblent pas forcément intéressantes, sachant qu'il faut toujours partir du principe que la lumière c'est en quelque sorte la vie, hein, donc de vraiment chercher et d'exploiter n'importe quelle source. En plus, c'est difficile de définir à l'avance l'effet, donc vraiment, mais ça peut donner des choses très intéressantes. À présent, nous allons voir la photo de portrait sans visage du grand art. Bon, vous allez dire à ce niveau, aïe, il a pété un plomb. Qu'est-ce qui. De la photo sans visage, ça semble vraiment pas très cohérent. Et pourtant, pourquoi pas? On va vraiment essayer de faire des choses différentes de la photo non conventionnelle. Bon, je vous ai dit dans ce tuto ou module, si vous préférez, on va trouver des idées originales, de partir sur de la photo qui n'est pas de la photo Monsieur Tout le Monde. Et donc là, je pense vraiment que la photo sans visage, si on sait exploiter, ça peut donner des choses très intéressantes. Par exemple, hein, ici, l'intensité de la lumière avec une photographie de dos me renseigne sur cette ambiance mystique, hein. Donc j'ai quand même euh, une appréhension, enfin une idée par rapport au personnage face à cette lumière, hein. C'est une situation un petit peu mystique, en plus le voile, etc., m'amène pas mal de choses, hein. Donc là, il est vraiment intéressant. Bon, on peut dire allègrement qu'on a enfreint les règles, mais néanmoins, je connais les règles de base, hein. Donc c'est pour ça que on se permet de faire ça, et ça peut donner des choses très intéressantes. Je vous rappelle également qu'au niveau de la photo de portrait, hein, on cherche l'élément qui va vraiment me renseigner, hein, qui va m'apporter quelque chose, un plus sur la personne qui est photographiée, hein. Donc c'est pas forcément les yeux ou la bouche, ça peut être un élément ici, ça peut être le voile, ça peut être également la lumière, hein, qui m'apporte une information, et par rapport à ça, je peux essayer de comprendre, d'interpréter cette photo. Alors ici, c'est un petit peu dans le même état d'esprit, hein, par rapport à mon personnage, hein, où il y a vraiment un espace relativement important concernant le regard. Et donc, voilà, donc on pense que le personnage peut éventuellement s'interroger sur la partie là, hein, peu importe, mais la photo est peut-être plus intéressante comme ça que de face. Une photo encore relativement simple, hein, de dos, pas de visage. Le visage est remplacé par le bonnet, donc on a toute cette partie grise qui vient un petit peu se détacher sur le gris blanc, et on a également cette couleur unique, hein, le beige, qui vient remplir la photo. Bon, donc quelque chose d'agréable, un aspect intéressant. Là encore, une photo non conventionnelle, mais qui, moi, je trouve relativement sympa. Donc ici, c'est un petit peu pareil, hein, où on prend une photo. Bon, on a quand même une petite partie du profil, hein. On a sur un trois quarts moins, on va dire, mais ça nous renseigne quand même également sur le personnage, hein, sachant bon, le livre, etc. Mais quelque chose de, encore une fois, de non conventionnel, mais vraiment sympa. Alors, on a dit au début, on recherche le détail qui nous informe sur le personnage, où on a beaucoup d'informations. Donc dans ce cas-là, bon, il est évident de voir qu'on a affaire à un. Il est simple, je veux dire, de savoir qu'on a affaire à un potier, mais finalement, les mains nous renseignent peut-être plus que la tête, hein. Donc, et ça, c'est vraiment à prendre en compte parce que les mains sont vraiment un élément important pour avoir des informations concernant une personne, hein. Par exemple, ici, on voit vraiment dans les mains
au niveau de la photo le geste précis, hein, les mains enroulées autour de la poterie, etc. Donc on voit vraiment le geste du professionnel. Également les doigts relativement puissants, hein, donc puissants mais également précis. Et donc là, on a des mains d'artisans mais également d'artistes, hein. Ça, c'est évident. Et donc, on a peut-être une meilleure définition du personnage avec les mains que la tête. Donc, c'est vraiment un élément, si vous êtes en panne d'aspiration, hein, de toujours vérifier. Hein, ça peut être le fait d'une photo très intéressante. Là encore, hein, on a pas mal de renseignements au niveau des mains. On voit tout de suite qu'on a affaire, bon là par rapport aux gants, que c'est du basketball, mais néanmoins c'est quand même quelque chose de sympa. Hein, on sent une certaine crispation, enfin peu importe. Voilà, donc une photo encore originale. Ici, hein, donc des mains qui sont le plus important, hein, parce que là on a quelque chose de précis au niveau de la netteté, et tout de suite derrière on est flou, hein, on a un début de flou, hein, donc elle se détache vraiment, hein. En plus au niveau des couleurs, c'est des couleurs relativement pauvres, hein, donc ça, l'œil n'est pas égaré par les couleurs, donc c'est vraiment, on voit que cette partie là. Et donc pas mal du détail, hein, c'est un peu la mesure du temps, hein. Les mains là nous donnent une mesure du temps, donc quelque chose de encore super sympa. Bon, toujours pareil, hein, ici on a des mains avec des doigts un peu relativement longs, hein, donc qui nous renseignent sur l'aspect un peu intellectuel de la personne, et donc qui nous renseignent, peut-être que c'est une personne qui est passionnée par la lecture. En tout cas, si c'est le cas, le message est relativement facile à interpréter. Donc les mains jouent un rôle vraiment déterminant en photo de portrait. Là encore une photo intéressante qui nous renseigne peut-être sur pas mal de choses, hein. Donc la personne a une manière atypique de tenir son micro. Il est vraiment, on sent un peu de la rage dans la manière de tenir le micro, en tout cas de la puissance. Et donc peut-être c'est une manière de nous dire que on a affaire à un chanteur avec une voix puissante. Voilà, enfin c'est encore quelque chose de sympa, même si c'est relativement atypique. Alors là, une photo de dos, et donc qui nous renseigne vraiment sur ces monsieur muscles, hein. On le sait tout de suite, hein, c'est pas, il n'y a pas besoin d'analyser la photo. Donc vraiment une manière intéressante de montrer comment les muscles du dos, enfin, etc. D'ailleurs, dans cette photo, le fait de supprimer le visage, donc on n'est pas happé par le regard, du fait qu'on n'a plus de visage, et également le fait de passer en noir et blanc, on a effacé toute forme d'information. Il ne reste plus qu'une seule information, c'est les muscles. Il y a une seule chose que vous pouvez voir sur cette photo, c'est les muscles. Et là, on devine vraiment, par rapport à la position, que c'est vraiment le message à transmettre. Donc, d'une manière très simple, hein, le fait d'effacer, le message est clair, rapide et efficace. Alors ici, bon, toujours dans le noir et blanc, hein, donc le fait de passer en noir et blanc, on a supprimé probablement des couleurs, hein, peut-être un sol qui pouvait occuper l'œil. Donc là, il ne reste plus que la forme intéressante du personnage, hein, une belle composition renforcée par le noir et blanc. Donc dans cette photo un petit peu particulière, où le deal consiste à dire je vais photographier uniquement le regard et également les mains. Donc souvent, on a vu sur les photos précédentes
On peut faire ça avec de la lumière, hein, une lumière un peu spot. Ici, c'est en quelque sorte un montage, hein, donc où on a cette partie noire qui vient se confondre avec le fond, et également le bonnet où on va effacer complètement les éléments. Mais le bonnet est également dans une couleur qui ne vient pas occuper le regard, hein, notre regard à nous, je veux dire. Il est dans les mêmes nuances que le fond, et vraiment il ne reste plus que cette partie-là, hein. Donc avec au centre le regard. Et donc là il est intéressant d'enfreindre les règles au niveau de la règle des trois tiers, hein. Le regard est au milieu de la photo. Si je partage ma photo, enfin les diagonales, c'est plus simple, j'ai bien le regard qui se trouve pile poil au milieu. Donc ça, c'est un élément fort de la photo. Hein, donc je ne respecte pas la règle des tiers parce que je remplace cette règle-là par une autre règle qui n'existe pas vraiment, mais qui consiste à dire j'ai mon regard qui est quelque chose d'important et j'ai plus que ça, je le mets au milieu de ma photo. Alors là, on est sur une photo un petit peu particulière, hein, quelque chose qu'on n'est pas forcément habitué à faire, hein, sachant ici on a pris une photo de dos, donc bon, quelque chose qui est relativement rare, et en plus on a coupé le personnage, hein, qui est le personnage principal au niveau volume en quelque sorte, et donc qui nous donne une photo totalement différente. Hein, si vous voulez, on n'est plus dans une photo statique où on regarde le visage, par exemple, de la petite gamine, mais on est dans une photo relativement dynamique, hein, où on a envie de suivre les deux personnages. C'est vraiment quelque chose, hein, où on s'investit, on invite la personne qui regarde la photo à rentrer dans la photo. Hein, donc on n'est plus du tout dans le style de photo classique, hein. Donc là, vraiment, on a enfreint toutes les règles, hein, qui consistent à prendre de dos, à couper, etc. Mais qui, en final, nous donne quelque chose de sympa. En tout cas, de pas conventionnel, ça c'est sûr. Alors là, on a un petit peu fini concernant le portrait. Bon, ce module avait pour but essentiel de vous donner des idées. À partir de là, à vous de construire vos propres photos. Bon, moi j'ai essayé de vous donner des idées non conventionnelles, hein, de prendre des photos qui nous questionnent, voilà, où ça peut donner des choses sympas. Hein, donc c'est pour ça qu'on n'a pas vu tous les détails de la technique, hein. Je pense que c'est peut-être plus secondaire. Mais là, on va quand même terminer ce module avec mon premier studio photo de fortune. Hein, c'est-à-dire simplement, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Et à partir de là, on fera peut-être plus tard un tuto où on explique vraiment les éléments à utiliser, etc. Mais pour vous qui vous intéressez à la photo, ça peut être sympa de savoir comment ça fonctionne. En tout cas, la première brique de construction d'un studio de photo de fortune. Alors, à partir de là, on va en théorie trouver une pièce, hein, par exemple ici ça symbolise le mur d'une pièce avec une fenêtre ici. Donc j'ai ma lumière du soleil qui se trouve en partie dans l'axe, hein, où il va falloir régler les éléments par rapport à la lumière du soleil. Et donc ensuite, je vais utiliser quelque chose de relativement neutre, un fond. Donc souvent ça peut être le gris, mais ça peut être une autre couleur, hein, mais pas une couleur qui renvoie trop de lumière, à savoir vive, etc. Hein. Donc le gris correspond à la lumière la plus neutre qu'on connaisse. Ensuite, à partir de là, je vais avoir une partie mobile si possible, un écran, une partie qui peut renvoyer de la lumière, hein. J'ai le soleil qui va taper sur cette partie-là et qui éventuellement, soit j'ai pas d'angle ou j'ai un angle relativement restreint qui peut me renvoyer, hein. Ici la lumière va être relativement inclinée sur un sujet qui se trouverait
à ce niveau-là. Donc, par contre, la construction de cet élément-là, bon, c'est le seul élément à construire dans ce cas-là, peut être de différentes manières, hein. Je sais que sur le net il existe pas mal de solutions, hein. Ça peut être aussi bien du blanc que du papier d'aluminium. Bon, ça peut être intéressant de partir sur quelque chose de léger. Là, il va falloir être un petit peu bricoleur. Et donc, à partir de là, je vais placer mon sujet à ce niveau-là. Donc là, j'ai quelque chose de neutre au niveau de la lumière. Et ici, j'ai ma lumière qui va venir m'éclairer mon sujet sur cette partie-là, hein, du fait du rebondissement de la lumière sur mon écran, mon réflecteur. Et j'aurai la lumière directe sur cette partie-là. Donc, le visage va être éclairé en direct et ici en indirect au niveau de la lumière. Donc j'aurai également quelque chose de plus doux, hein, qui va me redonner quelque chose, un ensemble relativement naturel. Et donc il est clair que je vais me placer à ce niveau-là, hein. Donc après, suivant le type de photo, mon modèle peut être tourné de trois quarts ou de profil, hein. Après, c'est par rapport à ce que vous avez l'intention de réaliser, hein. Donc le fond gris, le réflecteur blanc de fortune, et donc par rapport à ça, il peut être intéressant d'utiliser l'heure où le soleil est au zénith, ou en tout cas relativement près du zénith, hein. Bon, ça va dépendre du jour de l'année, hein. Il est évident qu'entre le mois de décembre et le mois de juin, on va avoir des différences relativement importantes, hein. Donc ça, c'est à vous de voir par rapport à la lumière, mais ça peut être sympa de commencer à s'amuser avec la lumière et de jouer là-dessus. En tout cas, c'est une manière de maîtriser la lumière en portrait, hein, une manière d'apprendre à maîtriser cette lumière. Donc voilà, par exemple, quelque chose qu'on peut réaliser. Bon, ici, j'ai ma source de lumière, hein, qui est relativement forte. Bon, là, vu l'ombre, on est peut-être plus vers 4 heures. Enfin, ça va dépendre de l'année, hein. Donc, une lumière relativement forte. Par contre, ici, on n'a pas d'écran, hein. C'est clair qu'on n'a pas débouché sur cette partie-là les ombres. Mais quand même quelque chose de sympa, hein. Donc, on voit en tout cas qu'à partir de ça, je vais pouvoir jouer de la lumière et d'avoir des effets relativement intéressants. Alors dans ce module, on n'a pas été trop technique, on s'est plutôt intéressé à l'originalité, etc., à l'art de la photo. Donc je reviens quand même sur quelques petits éléments techniques qui peuvent vous aider à démarrer à ce niveau-là. En l'occurrence, quand vous êtes en face du modèle, ça peut donner quelque chose de relativement statique et parfois ça manque de naturel. En tout cas, on sera plus sur de la photo conventionnelle. Donc il peut être intéressant de se mettre de profil, hein. De profil, ça permet de capter plus facilement la ressemblance, etc. Bon, il existe encore une méthode intermédiaire qui consiste à mettre votre modèle aux trois quarts, hein. Donc finalement, c'est un bon compromis entre profil et de face, hein. Donc à vous de jouer sur la position du modèle, hein. C'est simplement pour vous sensibiliser sur le fait que ça va influencer sur le type de photo. Ensuite, également concernant la prise de vue, hein, donc il ne faut pas oublier que si vous avez une prise de vue en plongée, hein, vous vous situez au-dessus du modèle, hein, vous le regardez depuis le dessus, ça va donner l'impression qu'il est dominé, hein, vous écrasez votre modèle. A l'inverse, vous pouvez vous mettre à ras du sol et utiliser la contre-plongée. Donc à ce moment-là, le modèle est vu du dessous et ça lui donne au contraire l'impression de dominer, hein. Alors attention de ne pas trop abuser, ça peut donner au modèle un air un peu hautain. Bon, il existe quelque chose de beaucoup plus classique qui est la vue frontale, hein, d'ailleurs qui est largement utilisée. Donc la vision se situe sur un plan horizontal par rapport au modèle.
Donc là, on est dans quelque chose de relativement neutre. On a également le gros plan sur le visage, avec un fond nécessairement neutre. Donc ça, on a vu pas mal d'exemples dans le tuto. Ça met en valeur l'individualité, la personnalité du sujet qui est représenté. Et également, le portrait en buste, hein, c'est la dernière photo qu'on a vue de dos. Donc ça crée un espace autour du modèle et ça peut permettre d'ajouter des éléments du décor, hein, et du fait que vous avez une partie importante du modèle, forcément vous allez prendre à l'intérieur du cadre des choses environnantes qui peuvent nous renseigner ou mettre une certaine ambiance à la photo. Hein, voilà, donc c'est des petites astuces, hein, donc qui sont pas des choses comment rigides, hein, c'est simplement pour à chaque fois, hein, quand vous vous positionnez ou que vous positionnez votre modèle, à ce moment-là, pensez à vous poser quand même ces questions ou de bouger l'espace, hein, pour voir comment la photo va varier par rapport à tout ça. Voilà, donc on a terminé concernant ce portrait, hein, donc je vous rappelle que moi je ne suis pas un professionnel en photo, c'est simplement pour vous partager mes découvertes, mon travail et aider vraiment les gens qui débutent à aimer la photo et également à démarrer et réaliser quand même des photos qui ne sont pas des photos Monsieur Tout le Monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, notamment sur les réseaux sociaux, et de mettre un like. Pour vous abonner à ma chaîne, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur le bouton YouTube et c'est ici. Vous pouvez suivre l'actualité de la chaîne, notamment en cliquant sur le bouton Facebook ou Twitter, et c'est ici. Vous pouvez également me retrouver sur mon blog Gcopain en cliquant sur ce bouton, sachant que les vidéos, photographies et infographies sont tous répertoriés et classés sous forme de cours. Et c'est ici. Au revoir et à bientôt.